Aérodrome de Persan-Beaumont. Comme tous les dimanches ensoleillés, c'est le va-et-vient incessant des machines d'aéroclub. Les nouveaux pilotes viennent parfaire leur technique d'atterrissage par vent de travers. Avions, hélicoptères et ULM en tout genre défilent sur les taxiways. Une humeur joyeuse plane sur la plateforme, et j'ai tellement pris l'habitude de voir ces petites machines évoluer dans le tour de piste que j'en viens même à oublier qu'elles peuvent être aussi de formidables outils d'exploration. Moi, l'ULM, c'est vraiment un engin de découverte. C'est un engin alors, de balade du week-end, pour certains, jusqu'aux expéditions engagées en terrain difficile, comme on a fait au pôle Nord ou comme on fait certains autour du monde. Je suis parti au pôle Nord magnétique avec un bateau d'exploration polaire. Et moi, mon rôle était de décoller avec l'ULM d'une île sur lequel m'avait déposé le bateau, où j'avais monté ma machine. Je décollais d'une île et puis j'allais reconnaître les passages entre les îles, entre les glaces, avec mon ULM. Et c'était un Pathfinder, un ULM complètement ouvert. À l'époque, j'avais juste une combinaison. Je partais avec une carabine pour les ours et puis des biscuits de mer dans la poche pour tenir le coup quelques jours. Et puis, j'allais prendre des photos Polaroid des passages au milieu des glaces. Alors en vol, j'avais la photo Polaroid qui sortait devant l'appareil comme ça. J'attrapais ça, je mettais ça dans un sac étanche. Je revenais au bateau, je balançais le sac étanche au bateau qui récupérait la photo et ils pouvaient aller voir. Ça leur permettait de trouver leur passage dans les glaces. Et moi, pendant ce temps-là, j'allais me poser sur une des îles désertes, mais complètement désertes. Hein. Il n'y a pas une herbe, il n'y a rien qui pousse là-bas en Arctique. Et là, j'attendais pendant des heures et des heures, voire parfois des jours ou une nuit même, à côté de mon appareil avec ma carabine et mes biscuits de mer. Et puis j'essayais de trouver de l'eau douce. Il y avait toujours des petites poules, des piscines de glace qui fondaient. Donc je trouvais toujours de l'eau et je passais des heures et des heures seul. Alors, sur ce petit bateau où on était tous entassés, on était 5 à bord, on était entassés les uns sur les autres. Moi, de pouvoir m'échapper et d'aller voler avec ma machine sur des endroits où jamais personne n'avait été, même en avion d'ailleurs, des endroits où des petites îles où peut-être personne n'avait jamais mis le pied dessus, ça c'était extraordinaire. Pour moi, c'était toute la valeur de l'ULM était là. Par exemple, avant de partir au pôle Nord, j'ai lu beaucoup de récits d'expéditions très anciennes, d'Amundsen, etc., à l'époque où il volait, Amundsen a justement fait un vol sur le pôle Nord, une tentative. Donc, quand il fait beau, je vole. Quand il ne fait pas beau, je me pose sur la banquise, je sors ma tente, j'attache mon ULM avec des broches à glace, je le tourne toujours face au vent pour pas qu'il soit détruit par le vent au sol. Je dors dans ma tente et j'attends 2-3 jours s'il faut qu'il fasse beau pour redécoller. On peut anticiper. En connaissant bien sa machine, on peut anticiper les problèmes qu'on va rencontrer. Et c'est ça qui fait le succès d'une expédition. C'est un gros travail d'anticipation. Je dis toujours, c'est quand on prépare une expédition qu'on évite l'échec. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir, mais c'est là où on évite l'échec. C'est la préparation de l'expédition. Nicolas Hulot était jeune reporter à France Inter. Nicolas Hulot était un passionné de sport mécanique, surtout de moto.
Et quand il a vu qu'on parlait de moi dans le Figaro Magazine, qu'on faisait des reportages, etc., sur ce petite machine qui était le début de l'ULM, très vite, il m'a contacté, c'est bien comme ça que ça s'est passé, oui, il m'a contacté pour voler avec moi en ULM, faire des petits reportages pour France Inter. Je me souviens quand on a fait la course sur flotteur entre Deauville et Paris, il était à bord de ma machine, on avait un hélicoptère à côté et il faisait ses commentaires en vol. C'était précurseur d'Ushuaïa, en fait, de l'émission Ushuaïa. Ne reniant pas ses premières amours, Nicolas a survolé les dunes du désert des déserts à bord d'un petit planeur motorisé afin de trouver un passage pour les camions d'Okavango. Nicolas Hulot, bon, un homme de médias. C'est vrai qu'il a rêvé d'aller au pôle Nord. Il savait que j'avais été au pôle Nord magnétique donc l'année d'avant. Et c'est là où est né le projet du pôle Nord géographique. Il a fait une tentative en 85 ou 86, et puis il a échoué. Et 2 ans après, on y arrivait. On se posait au pôle Nord en 87. Et nous lui avons construit un Mistral spécifique, parce qu'il lui fallait un réservoir supplémentaire pour l'essence, c'était les premiers GPS, il a fallu l'équiper d'une cabine fermée et un chauffage. J'avais établi comme principe, c'est que là où l'avion de ligne s'arrête, nous, on décolle. C'est-à-dire là où plus personne ne va, quoi. Donc, l'avion de ligne, il y avait un avion par semaine qui montait à Resolute Bay. Resolute Bay, c'est à, je sais pas, à peu près 70 degrés nord, je crois. On est encore à 2500 km du pôle à peu près, un peu plus. Et grosso modo, là, Resolute Bay, c'est un poste avancé de la civilisation dans le Grand Nord canadien. Après, il n'y a plus rien. Il y a une station météo à Eureka, qui était notre première étape. Ici Paul-Émile Victor qui vous parle de la station Resolute qui est à 75 degrés nord, 95 degrés ouest dans l'extrême nord canadien. Nos amis de l'expédition au pôle Nord en ULM, Hubert de Chevigny et Nicolas Hulot, sont encore à Eureka, c'est-à-dire à 400 km au nord d'ici, une toute petite station. Le principe après, c'est qu'on faisait des étapes et dès qu'on se posait, alors il y avait la navigation, dès qu'on se posait, on dormait sur la glace sous la tente, comme je le disais tout à l'heure. Il y avait des problèmes de navigation, on naviguait avec le soleil, avec le sextant, c'est vraiment toute une opération très hautement technique d'ailleurs et très engagée. La réussite des 2 pilotes français d'ULM, Hubert de Chevigny et Nicolas Hulot au pôle Nord, est saluée par l'octogénaire Paul-Émile Victor comme un très bel exploit. 2 ULM se sont posés au pôle Nord, c'était lundi dernier. Aux commandes, 2 pilotes français, Nicolas Hulot et Hubert de Chevigny. On l'a mérité celui-là, hein ? Les 2 pilotes ont fait plus de 2000 km à bord de ces avions poids-plumes. Chacun d'eux ne pèse que 175 kg. Ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet un peu fou, qui est parti comme ça un soir dans une discussion. Et puis c'est devenu une obsession et jamais j'ai cru qu'on y arriverait. Même à 10 minutes du pôle, je me suis dit quelque chose va arriver. On a tellement eu d'embûches, tellement d'obstacles. On a échoué l'an dernier, on a eu toutes sortes d'incidents, d'accidents. Je me suis dit, c'est pas possible, le pôle Nord est trop bien défendu, j'y croyais pas. Mais Hulot, c'est anecdotique pour lui, cette expédition. C'est la seule expédition qu'il ait jamais faite d'ailleurs. Le reste, ça a été des tournages, si tu veux, c'est différent. Merci La Poste. Nous avons choisi un bon sponsor et vous avez choisi une bonne équipe. Et les couleurs de La Poste au pôle Nord, ça faisait un beau paysage? Impeccable. Alors par contre, il y a une boîte aux lettres, il faut faire la relève. Le plus souvent possible. Le succès de l'expédition au pôle Nord géographique, puis les émissions télévisées comme Ushuaïa, permirent à l'ULM de renouer avec le grand public.
Les émissions de Hulot, bon ben voilà, c'était aussi ça, c'était qu'il y avait vraiment une culture de découvrir l'inconnu, l'aventure, bon c'était vraiment l'idéologie du Chaya, hein, bon. Et effectivement, du coup, ça se mariait très bien avec ce genre de machine. Hein, et donc là encore, je crois qu'on ne peut pas sortir l'ULM du contexte dans lequel il est né, dans lequel il a évolué, et regarde comment on vole aujourd'hui en ULM et tu comprendras la société dans laquelle tu vis, enfin comme tu pouvais comprendre la société dans laquelle tu vivais en 80 quand l'ULM s'est inventé. Hein. Je pense que ça, c'est vraiment le reflet au fond de la société. Alors il faut décoder le truc pour le comprendre, hein, mais très vite tu comprends que c'est en adéquation très, très étroite, hein, avec ce qu'on pense, même si on ne le pense pas ouvertement, mais ce qu'on sent, ce qu'on pense, la manière dont on vit, enfin ce qu'on peut appeler la culture, quoi. On ne peut pas parler des grandes premières sans mentionner le premier tour du monde de Patrice Franceschi avec son Sirocco. Alors effectivement, Patrice Franceschi est un aventurier de haut vol. Un franc-tireur. Oui, vraiment l'aventurier. Qui est arrivé, qui a monté son truc tout seul. Je connais Patrice Franceschi, j'ai lu. Et qui a fait son tour du monde. Bon. Ça m'a surtout pas donné envie de le faire, parce que quand je vois le temps qu'il a passé dans les ambassades et autres. Même si les machines de l'époque ne permettaient pas encore de traverser les océans, on peut quand même saluer la persévérance du pilote qui ne mit pas moins de 3 ans pour boucler sa folle équipée. 3 ans d'exploration à travers les continents qui ont permis à l'aventurier de tisser des liens très particuliers avec sa machine. J'ai des relations très bizarres avec mon ULM, avec sa petite machine. C'est presque freudien. C'est à la fois de l'amour et de la haine. C'est de l'amour parce que vraiment j'aime cette machine, parce que des fois elle me sort de pétrin où je me dis c'est grâce à elle que bon, on a passé cette difficulté, cet obstacle. Et puis des fois de la haine parce que je me dis bon, sans elle je serais pas là. Ou elle a refusé de faire vraiment ce que j'aurais voulu. C'est très bizarre, on ne peut pas de toute façon vivre 2 ans et demi avec une machine comme ça sans l'humaniser un petit peu aussi, quoi. Sans lui parler. Quand je survolais l'Amazonie par exemple, je lui parlais carrément, je disais il ne faut pas que le moteur s'arrête maintenant, quand tu veux plus tard, mais pas au-dessus de la forêt, sinon catastrophe pour tous les deux, ça va pas aller. Bah c'est l'esprit raid, quoi, en fait, c'est pour ça qu'il y a eu à cette époque beaucoup de premières, entre guillemets, la première traversée de la Manche, la première traversée de l'Afrique, la première traversée de l'Atlantique, enfin tout ça en ULM. On a refait finalement ce qui avait été fait un siècle avant, presque, non 50 ans avant, avec l'aviation. Hein. Perçant le Fox Golf Juliette Oscar, Mike pour SC Radio. 5 la radio Oscar Tango. 5 aussi, merci. Alors toujours avec l'idée du dépassement de soi et toujours avec comme modèle le Paris-Dakar, on est très vite rentré dans la période des grands raids en Afrique. Ça a commencé en 88, on a fait Alger-Tamanrasset. Une beauté, on s'est régalé les yeux. Ça a été formidable, pas facile mais formidable. Le rallye à faire, le Transsahara à faire, c'était le premier. La transsaharienne, là, moi je suis arrivé là vraiment par hasard. Moi j'étais un vieux pilote, j'ai jamais voyagé de ma vie. J'avais jamais voyagé de ma vie, jamais. 8 jours avant de partir au Sahara, en Algérie, j'ai fait Saint-Romain-de-Benét, Châteauneuf, près d'Angoulême, 100 et quelques kilomètres. J'avais jamais navigué. Et j'ai renouvelé l'opération en 88. C'était en 88, 89, 88. Et là, c'était un rallye plus difficile parce que beaucoup plus long. On avait 4400 km à effectuer. C'était à l'époque, on n'avait que des cartes. Et là, il n'y avait pas de GPS. Hein. Et c'était la grande aventure, absolument fabuleux. Ce casque à la noix, là, je mourrais d'envie de le jeter en vrac. Et c'est interdit par le règlement, alors... C'est la seule impression de vol? Non, c'est merveilleux. Voler dans des paysages pareils, on ne rencontre pas ça tous les jours. Et je reviendrai juste pour ça. Tu as l'impression de voyager à la fois dans l'espace et dans le temps, avec des petites machines qui sont finalement des machines à remonter le temps. Vivez l'aventure de la transsaharienne Air Marathon sur France Info. Le plus grand raid d'ULM jamais organisé, Alger-Tamanrasset, Alger. Du sable à perte de vue, 4400 km de désert à survoler en 12 jours.
la Trans-Saharienne Air Marathon sur France Info du 22 septembre au 4 octobre. Un rallye qui démarrait un peu mal, qui était compliqué dès le départ. Il y avait des problèmes d'intendance. Les concurrents du deuxième Trans-Sahara Air Marathon tractent leurs ULM ultra-légers motorisés jusqu'à l'aéroport de Bou Saada, à 250 km au sud de la capitale algérienne, point de départ de ce grand raid saharien. Donc on est arrivé à Alger, là on a monté les ULM un peu en dehors. Les 50 concurrents sur 36 machines engagées vont survoler 4400 km de désert en 10 étapes. Une grande aventure qui va dérouler sa caravane pendant 2 semaines. Et donc sinon c'était faire le tour du Sahara algérien, jusqu'à Tamanrasset. Je ne me rappelle plus parce que j'ai dans la mémoire, ça paraît un peu, mais c'était, je me rappelle de Bou Saada, Gardaïa, etc., etc. Et puis, je me rappelle toujours, le premier vol, et là, c'est là que c'était, évidemment, le GPS, il n'y avait pas. C'était le tout début, on avait déjà quelques, mais là, c'était tout à fait interdit, on devait tout faire à la boussole. On avait le compas. Et moi, avec la dérive et tout, oh là là. Parce que la première étape, après il y a eu des étapes, on suivait des pistes et tout, mais la première étape, je me rappelle, c'était bien 2 heures de vol. C'était viser un repère le plus loin possible, avec un compas. Et donc moi j'avais pris une boussole de visée, alors on visait vraiment une dune, aller jusqu'à la dune et puis aller au plus loin, etc., de point en point. Et ça je m'en rappelle parce que c'est la peur que j'avais, la peur de me perdre. C'était pas évident, hein. Mais les repères, là, c'est extraordinaire. Hein. Alors, et ta première grande nave? Hein, Isabelle? Je veux dire qu'Isabelle, c'est la première fois qu'elle reste aussi longtemps en nuit. Qui est-ce qui veut du café, là? Isabelle, tu veux un café? Après le Tassili, il fallait rejoindre Tamanrasset. Pas de piste visible, des dunes très hautes, alors une vraie désolation. Une vraie désolation, mais une beauté inimaginable. Et puis les poser dans les palmeraies, moi je me souviens très très bien quand c'est posé à Insala. Alors là c'est que du sable, des dunes. Bon, on n'avait pas vraiment d'auteur de survol imposée. On pouvait faire du radada. Certains équipages décident de voler à 1500 mètres d'altitude, d'autres de suivre les reliefs au plus près. Ces tactiques sont adoptées par les concurrents en fonction des turbulences et du plan de vol. En effet, les pilotes ne doivent arriver ni trop tôt ni trop tard à l'étape, sous peine d'être pénalisés, et ceci à la minute près. Contrôle intermédiaire pendulaire. Des étapes de 5 à 600 km en moyenne et l'autonomie limitée des machines volantes imposent la mise en place, chaque jour, d'un ou 2 postes de ravitaillement. C'est lors du survol de celui-ci qu'un pointage intermédiaire est effectué. C'est aussi l'occasion de vérifier qu'aucun appareil ne manque au rendez-vous. Cet arrêt technique ne constitue pas un repos pour les pilotes et leurs machines. Ceux-ci reprennent immédiatement leur ligne de vol. C'est protégé, personne ne va dans le Tassili avec son ULM, personne. Et bien nous on s'est payé ça. Les termites, mais ça, au début, vous voyez une petite sorcière, donc c'est le sable qui se soulève, et vous essayez de passer à gauche, puis à droite. Et puis à la fin, il y en a tellement partout que vous passez dedans, et ça tape, et puis voilà, on s'habitue à tout, quoi. Le désert. Moi, l'image que j'en avais, c'est un Touareg derrière chaque dune et une station-service de temps en temps, alors qu'il n'y a rien. Tu passes 600 km en voyant absolument rien. À la fin de la grande étape vers IDLS, j'aurais dû rentrer dans la montagne pour rejoindre IDLS. Et puis, pour quelle raison? Ça reste une grande interrogation pour moi. J'ai refusé la route que j'avais bel et bien repérée, je l'ai refusée. Janet Ideles, 440 km de survol du Hogar. Au cours de cette étape, plusieurs appareils vont dévier de leur route initiale et s'égarer dans le désert.
en particulier 2 de l'équipe Mignet et 5 de l'équipe Cosmos. Dans l'étape Janet Hinecker, je m'écarte de ma route, une panne subite m'oblige à un atterrissage forcé dans une zone inhospitalière. Quand Jean-Pierre Trassard s'est perdu lui aussi dans le Ténéré, dans le Tassili, là c'était fou, là, cette aventure. Aujourd'hui, c'est le 3e jour que je suis là, dans mon petit coin. Mon dernier repas remonte à il y a 4 jours. Il consistait en une assiette de couscous avec un morceau de bœuf. Je m'en souviens bien. Que je suis un peu sous l'aile de mon appareil pour me protéger un peu du soleil. Je suppose que tout le monde est arrivé à Tamanrasset aujourd'hui et que je pense que la caravane étant arrivée, ils vont pouvoir organiser des secours. Et j'ai attendu les secours pendant 3 jours. Et 3 jours, je vous assure que c'est long. Par contre, Jean-Pierre était tout seul, perdu à 10, 15, 20 km de Philippe. Et lui, il avait un livre. J'avais très peu de nourriture, j'avais très peu d'eau, j'avais 1,5 litre d'eau, et c'est ce qu'il m'aurait fallu par jour pour que ça se passe bien. Et non, j'avais vraiment pas assez d'eau. Et j'ai pris ce qui me restait d'eau, j'ai pris ma radio et mon sac à dos, et je suis parti. Je savais que la route, la nationale 1, qui va vers Tamanrasset, était, à mon idée, à peu près à 80 km. 80 km, je me dis, bon, je vais quand même faire 80 km. Mais c'est une folie, on ne fait jamais ça. Il ne faut jamais quitter sa machine, il faut toujours rester près de quelque chose de repérable. Eh ben non, et puis à la fin de la journée, j'avais consommé les 3/4 de ce qui me restait d'eau. Le froid commençait à arriver. Autant de nuits seul dans le silence du Sahara, et le lendemain, rien. J'ai fait une grosse connerie. J'avais en fait fait une distance dérisoire. Et par bonheur, ma radio a commencé à crachoter. Il y avait un pilote-avion qui faisait un quadrillage de la zone où j'étais censé être perdu, mais c'était une zone très importante. Et toutes les 30 secondes, il émettait un message radio, et si bien que je l'ai capté, je suis rentré en contact avec lui, et à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à s'inverser. Et Philippe et Christophe, ils allaient en haut d'un petit éperon rocheux avec la canne de repliage du balerie. Ils avaient mis l'antenne au bout, et puis ils envoyaient les messages. C'est comme ça qu'ils ont été captés et retrouvés par les 1017, les hélicoptères soviétiques là, de l'armée algérienne. Les 2 équipages miniers viennent d'être retrouvés à 150 km du point d'atterrissage prévu, après 3 jours et 3 nuits passés dans le désert. En fait, c'est une affaire qui se termine bien parce qu'on avait suivi à 100%, même un peu plus de 100%, les consignes qui nous avaient été données au départ, c'est-à-dire une quantité d'eau suffisante, un nécessaire pour dormir, un peu de nourriture, des rations de survie, la radio suffisamment chargée. Alors évidemment, au cours des rallyes, parfois, si tu veux, l'obligation, si tu veux, financière pour le gars qui avait organisé le truc, je pense qu'on prenait des risques. J'ai une pale de disque à casser. Et ça a entraîné des grosses vibrations du moteur qui ont cassé ma quille. Et vous êtes resté posé là-bas longtemps? Je suis resté une trentaine d'heures, en attendant que mon associé Chikinox vienne me dépanner avec de quoi repartir. Mais il savait où vous étiez? Oui. La transsaharienne était une compétition. Mais c'était avant tout l'opportunité pour les pilotes de se confronter aux humeurs du désert, de survoler les paysages lunaires du Tassili interdit, les hauts plateaux du Hogar ou la ville sainte de Gardaya. Et même si le risque n'était pas absent, l'aventure vécue par les concurrents a laissé dans leur esprit les traces d'une expérience inoubliable. Même 30 ans après, on en garde, c'est la beauté des paysages et le côté grandiose, ça reste
Tous ceux qui ont l'occasion d'y aller, il faut y aller, quoi. Il faut aller voler une fois dans le désert, voir ce que c'est fabuleux. Un peu comme la montagne, hein, mais c'est des endroits où il faut aller, quoi. Guy Delage, pour moi, est un type absolument fabuleux. Je suis parti, j'avais 350 litres de carburant. Il a fait ce périple incroyable. Il y avait des éclairs de foudre qui tombaient, je passais à côté. Je le déconseille à qui que ce soit. La barre de trapèze qui devenait complètement folle. 5 heures dans des cunins, j'en fais encore des cauchemars. J'avais peu d'expérience et j'avais une trouille bleue des turbulences. Mais moi, je ne pensais pas au record, je pensais au voyage. Le Rotax, on a toujours l'impression qu'il ne s'arrêtera jamais, le 4 temps.